porte avant de l'embrasser s'il est d'accord. Non. Non, mais là, Ça vous fait pas rire. Là, on arrive au pire de ce qu'on a des États-Unis. On a toujours été en opposition depuis quelque temps avec les États-Unis sur le modèle culturel. On parlait d'exception culturelle française. Et là, on voit bien que les États-Unis dérivent. Alors que c'était le grand modèle à suivre, c'est l'American Dream. On suivait parce que c'était l'exode de la liberté. Ça pouvait être un modèle de liberté même. Oui, un grand modèle de liberté. Maintenant, ça devient un objectif de censure et de réécriture de l'histoire qui nous permettent d'apporter deux choses, la cancel culture et le wokisme. On voit bien, comme l'a rappelé Joseph Massescaron, que Disney joue une entreprise idéologique auquel le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, mène une guerre contre Disney parce que Disney utilise la culture et les films pour imposer un message idéologique. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça arrive dans une bonne tendance ou pas en termes de création artistique et d'évolution de la société ? Moi, je pense que ce qui fait la richesse d'une société, c'est la diversité. Lorsque vous voulez gommer la diversité, vous voulez rendre une société homogène, ça porte un nom et ça n'a pas eu la bonne tendance d'un point de vue historique sur ce plan-là. Ensuite, après, moi, je rajoute quand même un point. Si par cas, les Américains veulent faire ça, veulent réécrire Disney et Walt Disney, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de rester sur les fondamentaux, de soutenir l'exception culturelle française et de ne pas importer toujours les dérives américaines et de nous construire non pas en opposition, mais construire notre propre modèle qui nous permet de réacquérir les fondamentaux et le savoir. Et parfois, je tiens quand même à rajouter dessus, les réadaptations ne sont pas toujours mauvaises. Moi, dernièrement, j'étais à l'Opéra de Paris sur Roméo et Juliette. C'était une actrice de couleur qui jouait Juliette. De premier abord, tout le monde était étonné, mais comme elle chantait très bien et qu'elle jouait très bien, ça n'a pas choqué tout le monde. Donc parfois, les réadaptations vont dans le bon sens, mais parfois, c'est une catastrophe absolue lorsque vous voulez réécrire. Lorsqu'il y a une réadaptation au nom d'une idéologie derrière, effectivement, c'est ça qui est... Vous cassez le fondement de ce que c'est que l'histoire. Mettre des acteurs différents qui ne collent pas à l'image qu'on a, oui. Dénaturer l'œuvre originelle, non. Ravage du multiculturalisme. En fait, le multiculturalisme basé sur l'idée qu'on devait faire cohabiter plusieurs cultures. Mais en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que certaines cultures ne seraient pas bonnes, ne seraient supposées pas bonnes. Moi, lorsqu'on me dit, parce que moi je peux en parler, je suis quasiment le seul à en parler ici, moi quand on me dit ce serait pas représentatif, mais moi je peux me représenter, je peux m'imaginer dans ce type de vision. C'est pas parce qu'ils sont blancs que vous pouvez pas vous projeter dans une identité ou dans un modèle de vie. Et c'est ça le modèle essentiel. C'est pour ça que notre modèle est plus beau et plus fort que le modèle des anglo-saxons qui est multiculturel. Lorsque vous allez à Londres, vous avez des quartiers qui sont séquencés soit par des Asiatiques, soit par des personnalités maghrébines, arabes, indiennes, etc. Donc vous vivez par quartier et par communauté. Il n'y a pas de vivre ensemble possible dans les mondes anglo-saxons. Et est-ce que nous, on veut ce type de modèle ? Est-ce qu'on veut ce type de société ? Ou est-ce qu'on veut réparer le grand creuset français qui est unitaire, qui fait le vivre ensemble, auquel on est républicain et on est français, non pas en fonction de sa couleur de peau, en fonction de son appartenance à une communauté, mais en fonction de son appartenance à l'amour de la France et à l'attachement à la République française. Or, ce qui n'est pas le cas à Londres, parce que de plus en plus, vous avez des lois spéciales. Vous avez, dans certains quartiers, je crois qu'ils veulent mettre en place la loi de la charia, etc. On a exactement la même problématique. Massescaron, en fait, l'inverse des beaufs, c'est un clivage social. C'est-à-dire que c'est un mépris social. C'est ce que relevait Christopher Lasch dans ce qu'on appelle la trahison des élites. C'est-à-dire que vous avez une grande partie des élites qui sont principalement urbaines, métropolisées, qui considèrent que ceux qui n'habitent pas et n'ont pas le mode de vie d'une métropole sont des beaufs. Et ce n'est pas uniquement l'apanage du Parti socialiste. Moi, je me rappelle de Benjamin Griveaux qui disait que pendant les Gilets jaunes, c'était les électeurs de Wauquiez qui roulaient en diesel et qui fumaient des clopes. Donc vous avez une multitude d'actes où François Hollande qui parlait des sans-dents et une multitude de dirigeants qui, en fait, considère que si vous n'habitez pas en métropole... C'est des propos rapportés, les sans-dents. Je tiens à dire que ce n'est pas un propos politique. C'est pas un propos rapporté par son ex-compagne. Donc, mais il y a quand même, je vous invite à mettre un peu de filtre quand même. Il y a quand même une multitude de déclarations qui sont faites par des élites politiques qui visent à mépriser une grande partie des classes populaires. Mais ne mettons pas tout sur le même plan. Et ensuite, les rumeurs de couloir et les déclarations assumées. On va expliquer pourquoi. Parce qu'une grande partie, notamment des dirigeants, et c'était rappelé par Joseph Massescaron, notamment de la gauche, ont considéré qu'électoralement, il fallait abandonner les classes intermédiaires et les classes populaires qui citent dans le rapport la révolution électorale pour 2012, ils disent que ce sont un électorat qui sont conservateurs, perdus, quasiment racistes. En gros, c'est à peu près ce que dit le rapport. Et donc, du coup, il faut les abandonner à Marine Le Pen et à l'époque Nicolas Sarkozy pour se concentrer sur l'électorat des banlieues. Ils ont bien réussi là-dessus. L'électorat des banlieues et l'électorat métropolitain. Mais ensuite, après, quand on dit que ça n'a pas marché électoralement, c'est pas vrai. Ça a marché pour Mélenchon. Et ensuite, après, celui qui a réussi ce coup-là, c'est Emmanuel Macron. Et en fait, le problème que vous avez au Parti socialiste, c'est que les deux morceaux de la stratégie électorale se sont fait bouffer d'un côté par Mélenchon et de l'autre côté par Macron. Et c'est pour ça que le Parti socialiste... Ça a marché pour Mélenchon, oui et non.
Oui, mais au moins il a perdu l'ensemble de ses paris. C'est d'ailleurs pour cela qu'il tente de faire une stratégie du conflit permanent pour tenter de gagner par la rue ce qu'il n'a réussi à faire par les gens. Au moins, il est parti d'un parti qui faisait 5 à 10 à un parti qui faisait 20. Donc, électoralement, ça a marché. Mais on verra combien de temps ça marche. Ensuite, après, la question que vous devez poser, qui est plus loin qu'en fait que celle de la France des beaufs, c'est comment ça se fait que depuis la mondialisation, vous avez un clivage en France avec les Gilets jaunes, aux États-Unis entre ce qu'on appelle les populistes, donc Donald Trump à l'époque, Hillary Clinton, et au Royaume-Uni avec Boris Johnson, 2 personnes qui doivent représenter la France d'en bas alors que les partis de gouvernement sont incapables de le faire parce que, comme le rappelait Jean-Pierre Chevènement, si la gauche va mal, c'est parce qu'elle a perdu le peuple et si la droite va mal, c'est parce qu'elle a perdu la nation. Mais écoute, c'est une faute morale et politique parce qu'en fait, ce qu'on a là, entre les Verts et les Insoumis, je ne parle pas de la NUPES, je parle uniquement des Verts et des Insoumis, c'est que vous avez 2 partis qui font une concurrence pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme. Or, l'islamo-gauchisme a des ressorts dans certains quartiers qui reposent notamment sur une présupposée appétence pour le conflit israélo-palestinien, donc qui amène à l'antisionisme et l'antisémitisme. C'est pour ça que vous avez une certaine complaisance de la part des Verts à l'égard de l'antisémitisme. Parce que si vous dites que Sandrine Rousseau a tenu une position qui est claire, effectivement, sa première partie, oui, mais sur la deuxième partie, elle dit quand même qu'il y a un antisémitisme qui est flou. Or, l'antisémitisme n'est jamais flou. Soit vous êtes antisémite, soit vous ne l'êtes pas. C'est des propos dramatiques de M. Taché, qui dit le faux antisémitisme le vrai. Donc c'est le tour de la question, effectivement, on a longuement... La question qui est posée, qui est soulevée débattue autour de ce tweet d'Aurélien Taché également. Est-ce que c'est rentable ou pas électoralement ? Moi, je pense qu'ils ont le choix entre le déshonneur et la défaite électorale. Et ils ont choisi le déshonneur et ils auront également la défaite électorale parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez quand même des traditions à gauche. À gauche, vous êtes pour l'universalisme, vous êtes pour la laïcité. J'aimerais bien qu'il en soit plus, d'ailleurs. Mais on le verra durant les... Vous ne pouvez pas être universaliste. Vous ne pouvez pas être pour la laïcité et en même temps devenir le héros de l'islamo-gauchisme. Et je pense que les Verts trahissent leurs convictions politiques, qui est compris dans son universalisme. Et débat extrêmement intéressant, mais je pense qu'on aura l'occasion de remontrer justement qu'elle occupe le terrain, de rassurer un petit peu la population pendant quelques jours. Et en général, la population sait très bien que malheureusement, dès qu'elle part, les problèmes reviennent. Mais justement, c'est quand même utile. Et c'est un outil de communication, on a raison. Non mais attendez, si vous êtes bien gentil, c'est quand même utile parce que quand on n'habite pas dans les quartiers, c'est simple de dire que la CRS 8 sert à rien. Mais si on habite dans les quartiers, on trouve quand même que la CRS 8 est une... On n'a jamais dit que ça servait à rien. Non, mais quand monsieur dit que ça sert à rien... Je vais vous dire une chose, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Ils viennent à Marseille, il y a toujours plus d'homicides. Donc je ne suis pas sûr que ça va du ninja. Tous en même temps, même moi je comprends rien. Mais ça, on va y arriver. Donc premier point, c'est utile pour sécuriser le point. Parce que vous avez une hausse des tensions, vous avez des règlements entre bandes, et le fait d'envoyer la CRS 8 permet de calmer les règlements de compte entre bandes. C'est le premier élément. Deuxième point, ça permet de sécuriser le terrain et sécuriser la situation, c'est-à-dire que des gens arrêtent de se tirer dessus, et c'est quand même utile. L'autre point que moi je pose sur la CRS 8 et l'utilisation, c'est en fait quelle utilisation autre que vous faites, hormis la sécurisation du territoire. Je pense que le point essentiel, c'est de reprendre le contrôle des territoires perdus de la République qui sont contrôlés par la loi des gangs, par la loi des caïds, plutôt que par la loi républicaine. Et si par cas vous faites ça, vous avez ce type d'utilisation, vous êtes dans le bon sens. Et moi, je vais même aller dans votre sens, vous verrez, ça vous fera plaisir. Je prends toujours le même exemple. François Hollande, qui est le président le plus mou de l'histoire de la Ve République, le week-end des attentats du 13 novembre... Vous avez vu ce qu'il a fait au Niger ? Non mais attendez, pendant que Macron est allé se planquer ? Le week-end des attentats du 13 novembre 2015, François Hollande avait activé l'état d'urgence qui avait permis de saisir 5 000 à 8 000 armes à feu dans les quartiers dits perdus de la République. Donc si par cas on veut avoir les moyens de reprendre le contrôle des territoires, reprendre la main contre les trafiquants, on a une utilité avec l'état d'urgence. L'autre point, c'est qu'on doit faire un plan de guerre contre les trafiquants de drogue. Un, reprendre le contrôle des territoires perdus. Deux, décourager... Ça fait des années qu'il y a des plans anti-drogue. Hein. Moi, je pense qu'il faut y aller beaucoup plus loin avec un état d'urgence, saisir toutes les armes à feu et ensuite après nettoyer les quartiers. Mais c'est déjà possible de saisir les armes à feu. Oui, qu'est-ce qu'apporterait l'état d'urgence ? Non, mais monsieur pose une bonne question. Et pas judiciaire. Moi, je pense qu'il y a une bonne question